C'est l'heure du sonneur. Et comme toujours, pour notre police-justice du jeudi, nous retrouvons Alexandre Langlois, Régis de Castelnau. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clémence. Et nos deux chroniqueurs d'ailleurs que nous avons déjà reçus cette semaine. On ne peut plus se passer d'eux. Bientôt, on sera obligé de les abonner 2 fois par semaine à Toxin. Je rappelle, Régis, votre blog de Vue du droit et votre livre Une justice poétique aux éditions L'Artilleur. Alexandre Langlois, votre dernier livre Ici la démocratie au bal masqué de la Macronie aux éditions Talma. Alors, je vous propose de commencer par l'affaire Poussard ou l'affaire Brigitte ou l'affaire Becoming Brigitte du titre du livre de Xavier Poussard. Devenir Brigitte si vous voulez en français. On en a déjà parlé hier sur Toxin avec Régis d'ailleurs. Donc ce livre enquête de Xavier Poussard sur l'identité de Brigitte Macron. Donc l'ouvrage, je vous le rappelle, alors qu'il était au top vente internationale Amazon, et donc France également, était soudainement indisponible sur toutes les plateformes, dont celle d'Amazon. Je vous renvoie à notre vidéo d'hier sur le sujet. Il a été de nouveau disponible hier matin, puisqu'on en parlait, on a pu faire le test en direct. Il était de nouveau disponible avant de disparaître de nouveau des plateformes en début d'après-midi et puis d'être de nouveau disponible. Alors c'est intéressant parce que nous-mêmes, à ce moment-là, nous ne savions pas, on ne faisait que des conjonctures, on ne pouvait pas vraiment dire quelle était l'origine de ce blocage, en tout cas de ces fermetures de plateformes, bugs ou pression, ou communication de l'auteur. Bon, eh bien, l'auteur a démenti les hypothèses d'un coup de com' en publiant lui-même, coup de com' qui d'ailleurs avait été avancé par certains journaux, comme Le Parisien. Eh bien, il a décidé de publier lui-même sur les réseaux des captures d'écran de mails échangés avec le service juridique d'Amazon. Donc, pour que ce soit clair, je vous propose de les lire ensemble. On va les voir ici s'afficher, ces images. Donc, Amazon qui aurait retiré l'ouvrage à la demande d'un tiers qui a dénoncé des propos diffamatoires. Voilà, bon, vous voyez, voilà, il explique en tout cas que c'est à la demande d'un tiers qu'ils ont été obligés d'enlever ce livre. Alors, à ce sujet, justement, je voulais me tourner vers vous, Régis, d'abord, pour commencer. Parce que est-ce que c'est possible de prévenir, par exemple, une entreprise privée et de lui dire qu'il y a des propos diffamatoires? Voilà, on a le texte exact. Bonjour, nous avons été contactés par un tiers affirmant qu'un ou plusieurs des livres que vous vendez sur Amazon contiennent des propos diffamatoires. Donc la version française et la version anglaise. En conséquence, nous avons suspendu la vente de ces livres. Si vous avez des questions à ce sujet, nous vous invitons à contacter la partie intéressée. Voilà. Et puis la réponse de Xavier Poussard. Merci de votre message. Alors, Régis de Castelnau, je voulais vous demander justement, est-ce que c'est possible de faire habituellement suspendre un livre d'une plateforme de vente en suggérant qu'il y aurait donc diffamation, plutôt que de passer par la procédure judiciaire, justement, en parlant de diffamation? Non. Alors, l'éditeur, lui, il a une responsabilité parce que c'est lui qui fabrique et qui est le support de la diffamation, s'il y en a une, ou de l'atteinte à la vie privée, ou ceci ou cela. C'est pour ça que désormais, avec les guérillas judiciaires, les éditeurs font souvent relire par leurs propres avocats les manuscrits qu'ils envisagent d'éditer. Le problème, c'est que le vendeur, lui, n'a aucune responsabilité. Lui, il vend un produit qui lui est donné par l'éditeur. Donc, retirer un livre de la vente sous prétexte qu'un tiers dit ce livre est diffamatoire, moi je peux affirmer n'importe quoi de n'importe quel bouquin. C'est pour ça que je peux dire, par exemple, je considère que ma notice Wikipédia est totalement mensongère et diffamatoire. Je vais dire Wikipédia, retirez-la, et Wikipédia retire, tiens, il ferait beau voir. Non, je dois saisir la justice. Donc, ce qu'a fait Amazon est une censure illégale, totalement illégale. Et ce d'autant qu'on peut aboutir à ce qu'on appelle un refus de vente. C'est-à-dire que si pour des prétextes, parce que là il s'agit de donner satisfaction à un particulier, si on refuse de vendre sans raison, alors que son métier c'est de vendre, on commet une infraction pénale. Attention. Donc voilà, c'est C'est totalement intéressant. inadmissible. Ouais. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, ils ont fini par rétablir. Vous croyez que c'est ça? Parce qu'il y a beaucoup de questionnements. Mais attendez, d'abord, je voulais, avant qu'on avance sur les différents questionnements autour de cette affaire,
vous faire juste préciser quelque chose, parce que vous avez dit il y a une distinction. Donc, l'éditeur a une responsabilité par rapport au contenu du livre, mais celui qui revend, donc sur une plateforme de vente, par exemple, n'a pas de responsabilité en soi. Mais quand on est à compte d'auteur et qu'on publie sur Amazon, qui est éditeur? Ben, l'auteur. L'auteur. D'accord. L'auteur, oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, il y a des procédures, il y a un dépôt légal, il y a qu'il a dû opérer, hein, il y a des procédures. Vous pouvez tout à fait être auto-éditeur, Mhm. mais vous devez respecter la procédure. Ouais. Il y a un exemplaire qui doit être déposé à la Bibliothèque nationale, etc. Donc, le vendeur, si jamais il y a une procédure et qu'il y a une ordonnance du juge qui dit retirez ce livre de la vente, ou ne vendez plus que des éditions caviardées, ce qui peut arriver, à ce moment-là, si le vendeur n'exécute pas l'ordonnance, il engage sa Bien responsabilité. sûr. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais tant qu'il n'y a pas d'ordonnance, il n'a pas le droit de C'est ça, refuser. c'est ça. Non, mais là, on est bien d'accord. Et là, il n'y a pas eu d'ordonnance. Donc, ça s'est fait, on va dire, en sous-main ou en sous-marin. Enfin, et d'ailleurs, à la demande d'un tiers. Alors, qui peut être ce tiers? On se pose bien la question. Bon. En plus, il faut un tiers qui ait quand même un petit peu comment dire, un peu de puissance pour pouvoir toucher Amazon. Hein. Bien Donc, sûr. c'est pas. Vous parliez de votre fiche Wikipédia. Je suis même pas sûr. Même pas sûr que même vous, Régis de Castelnau, vous auriez pu avoir gain de cause auprès d'Amazon. Et alors, ce qui est intéressant dans ce que vous nous dites, c'est que si jamais, donc eux, finalement, Amazon peut se rendre coupable par arrêt de vente d'un produit qui était sur leur Oui, plateforme. oui, c'est ce qu'on appelle le refus de vente. Donc voilà, c'est simplement, si vous voulez, quand vous êtes commerçant, et ce sont des professions qui sont réglementées, hein, vous avez des obligations, et c'est normal d'ailleurs vis-à-vis du public, et vous ne pouvez pas commencer à dire, toi je te vends pas. Non, 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 c'est pas possible. Ouais. Vous devez vendre. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que vous nous dites, a priori, vous pensez que c'est à cause de ce risque pénal de se mettre dans cette infraction de refus de vente. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est... Enfin, on peut imaginer que la personne qui a voulu, ce tiers anonyme, qui aurait voulu arrêter la vente de ce livre, s'est rendu compte aussi que ça lui a fait comme on le disait hier d'ailleurs, un magnifique effet stressant, c'est-à-dire une magnifique communication autour de ce livre, donnant encore plus envie d'aller l'acheter. Donc finalement, refaisant monter comment dire, la recherche et la vente, et ayant des effets entre guillemets inattendus, ils se sont dit finalement on va le remettre à la vente. Non, vous pensez pas? Ben, c'est possible aussi parce que c'est tellement erratique cette défense du système Macron que surtout n'arrêtons pas, on multiplie les conneries, n'arrêtons pas. Et surtout que c'est l'effet pour la France. C'est l'effet pour la France. Quand on Oui. va se balader, ce que j'ai fait sur les médias internationaux, mais tout le monde ne parle que de ça, c'est drôle. Et ce d'autant parce que venimeux, Trump a dit vous présentez mes hommages à votre magnifique épouse ou je sais pas Il a dit quoi. 2 fois, oui, à 2 reprises. Oui, 2 fois. Non, mais attendez, c'est tellement évident. Et c'est repris comme tel, hein, par les journaux aux États-Unis. Et les journaux numériques, évidemment. Donc, c'est impressionnant. Candace Owen est partout. Oui. Et le bouquin est bien évidemment cité. Donc, D'autant plus comme en que France, Candace on en Owens parlait moins, connaît Donald puisqu'il y avait... Trump, donc ils sont Oui, mais si on me dit que non, ça n'a rien à voir, je pense que c'est un piège. C'est assez vicieux quand même, hein, comme opération. Mais si vous voulez, ce que je trouve une fois de plus incompréhensible, c'est que la France parle peu de ça, sauf sur les réseaux. Toute la presse mainstream est verrouillée en disant c'est faux, on n'en parle pas, et moyennant quoi, ils prennent une initiative qui fait que tout le monde en parle. Bravo, en France, hein. Alors que la France était un petit peu à l'abri de ce scandale qui est devenu, je suis désolé, devenu mondial. ouais. Alors, il nous manque énormément de pouces, chers amis. Donc, allez-y, mettez des pouces. On est très nombreux déjà au petit matin, mais très peu de pouces. Donc, je vous invite à pousser. Et Alexandre Langlois, je me tourne vers vous. Sur cette affaire, comment vous réagissez? Ouais. Déjà, effectivement, il faut avoir quelqu'un de très puissant pour peser sur Amazon. Je vais raconter une petite anecdote. Quand j'ai sorti mon premier livre,
il y a eu une méthode en France pour qu'il soit censuré sur la Fnac, sur Leclerc, sur tout ça, Ah oui. avec une méthode plus subtile. Les grosses centrales d'achat françaises achetaient un livre et disaient on est en rupture de stock, le temps qu'on se refasse un stock, on revenait dans 15 jours, 3 semaines, un mois, le temps qu'on rachète un stock. Ah oui. Effectivement, en achetant qu'un seul, il y avait rupture de stock très facilement. A priori, ils ont voulu faire la même chose avec Amazon. Amazon leur a dit nous, business first, donc nous, si ça nous rapporte de l'argent, on s'en fiche. Donc voilà, donc il y a ce petit côté, c'est qu'il y avait des gens qui devaient quand même être vraiment puissants pour pouvoir faire bouger Amazon. Donc il Ouais. y a d'autres méthodes plus subtiles, voilà, pour aboutir au même résultat de bloquer les ventes et de faire un embouteillage pour que les gens se Mmh. désespèrent en disant bah, le produit n'est pas disponible, on vous propose celui-là. Donc ça, c'était le côté rigolo. Oui. La, C'est la deuxième intéressant. chose, c'est que par contre, ils ont parfait une autre expérience, qui était la mère de Puteaux en 2012, qui était prise dans le canard enchaîné, qui avait dit à tous ses élus, achetez tous les canards enchaînés de la ville pour que personne ne les voie. Donc, quelque part, c'était rigolo, parce que du coup, tous les canards enchaînés de la ville de Puteaux en 2012 avaient été achetés. Mais d'un autre côté, le canard enchaîné était content, il n'avait jamais fait d'aussi meilleure vente à Puteaux que ce jour-là. Donc voilà, donc il y a plein de méthodes rigolotes que en France on a pu expérimenter pour censurer des ouvrages en les achetant tous, en mettant la pression. Mais là, ce qui pose question, c'est que c'est Amazon. Et Amazon, en général, s'occupe pas de politique, s'occupe si ça fait de l'argent, ça rentre. Sinon, bah tant pis. Donc c'est la vraie question derrière, c'est qui a été capable, quel est ce tiers anonyme Ouais. qui est quand même assez puissant pour dire à Jeff Bezos, hé Coco, ça tu me les retires de la vente. Qui peut bien Avec être ce tiers anonyme? Ouh là là, on voilà, se pose la question. on ne sait pas trop. Et en plus, ce tir anonyme, la vente a été retirée, comme certains ont fait remarquer, à Toxin notamment, qu'il a été retiré le moment du passage de Macron aux États-Unis, ce qui est quand même rigolo. Mmh. Quel est ce tir anonyme qui a pu passer un coup de téléphone? Et après, bah, effectivement, le problème est rétabli et on remet les choses sur la table. Donc voilà, mais pour le côté pied nickelé de gens qui censurent les livres, je repense à ce livre de Jordan Bardella où on avait interdit sa publicité dans les gares. Bah, finalement, ça lui a jamais fait autant de meilleures ventes. Et c'était des gens qui étaient complètement opposés à Jordan Bardella qui avaient fait la démarche. Ouais. Donc, ce qui veut dire les meilleurs ennemis de leur propre cause pour certaines personnes, c'est eux-mêmes. Donc, qu'ils continuent comme ça, c'est parfait. Ça laisse des espoirs à la liberté d'expression. Ouais, vous êtes géniaux, continuez. Non, mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre aussi comment dire, la communication qui peut être derrière et la stratégie. Parce que comme vous l'avez dit, Régis de Castelnau, vraiment, c'est gaffe après gaffe d'une certaine façon. Et on pourrait faire mieux pour donner envie de se renseigner sur ce livre et ce qu'il contient que de le censurer maladroitement. Enfin, on a du mal à comprendre où sont les spin doctors, où est McKinsey là. On a du mal on se demande, ou alors ils sont payés très cher pour vraiment pas grand chose, Régis de Castelnau. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. À ce niveau-là, ça commence à devenir tellement grossier la stratégie d'erreur qu'on finit par se demander si elle n'est pas volontaire, quoi. C'est-à-dire opération de diversion, Ah le oui. collier de la reine, comme je le disais hier, parce que cet acharnement à être mauvais, c'est surprenant. Alors vous me direz, comme c'est à peu près la même chose dans les autres domaines, Oui. hein, j'ai vu hier, Le discours de Bayrou. Non. Bayrou, quoi. Ah oui. Il est plus sénile que Biden. C'était horrible la Ah, c'est séquence. horrible. Où est mon Donc verre d'eau? Mon verre d'eau. Ah, il est là. on a 5 ans d'âge mental avec Mm. le président et on a un gars qui devrait déjà être à l'EHPAD, quoi. C'est horrible. Et donc, bon, Alors, cette alors, séance de François Bayrou, vous la retrouverez évidemment dans les Tintins où on ne rate oh là là rien. là Donc, là ça, là, évidemment, c'est affreux, c'est affreux. voilà, on repassera tout C'est ça pour gênant, ceux c'est qui n'ont pas gênant. suivi. Oui. Vous imaginez la considération que je peux avoir pour ce personnage, hein, je partage à peu près ce que disait Simone Veil. Il est méprisable en tout. Mais là, on a presque de la compassion. Parce qu'on est humilié en tant que Français, quoi. Je voulais ajouter une petite chose sur la censure du bouquin. Ouais. Alors, j'ai essayé les autres plateformes, mais à partir de ce que j'avais trouvé sur Babelio en début de semaine, il y a toujours rien. Alors, je ne sais pas si les autres plateformes, je pense à la Fnac, à De Citre, à Rakuten, j'irai vérifier pour savoir si là aussi il a été rétabli. Mais bon, c'est clair que en plus, c'est Amazon qui le fabrique, le bouquin, hein, d'après ce que j'ai compris des explications de Oui. Alexandre Criniach hier. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Alors, ça pourrait expliquer pourquoi il y a une petite différence. Mais là, voilà, on a notre réalisateur qui est quand même parfait et qui est en train de faire
des vérifications sur les différents comptes. La Fnac, par exemple, c'est toujours pas en vente. Et puis, je sais pas s'il avait fait un autre, non? Une petite. Non, les autres, on vous tient au courant. On est en train de le faire Ça ici. charge, ça charge. Ça charge, voilà. Laissez-moi du temps. Mais j'arrive. merci, cher Thibaut, de faire tout ce travail pour nous, en plus d'animer et de réaliser une émission en direct au passage. Alors, bon, on va changer de sujet et puis on aura les petites nouvelles de Thibaut au passage pour voir si les autres comptes sont ouverts, mais je pense pas. Et puis, alors, juste pour revenir sur cette explication, il y a en effet la différence, le temps. Entre le fait que ça soit de nouveau commandable et donc éditable chez Amazon et donc le temps que les autres se fournissent, mais peut-être aussi tout simplement, comme on le disait tout à l'heure, que quand même Amazon, comme vous le rappeliez Alexandre, Amazon garde un petit peu plus de liberté visiblement. Et s'ils ont récupéré le droit, eux, peut-être que les autres plateformes sont un peu plus soumises qu'Amazon. Bon, voilà. Rakuten non plus, c'est pas disponible toujours, donc voilà pour les informations. Oh non, mais je crois qu'ils ne l'ont pas remis. Alors, à ce sujet, à partir de ce que vous venez de dire, Amazon, c'est plus Bezos, bien évidemment, mais on imagine quand même le poids et le pouvoir qu'il a gardé dans la boîte. Bezos, vous savez qu'il avait racheté à la demande de la CIA, il avait racheté le Washington Post, qui est un journal important. C'est les deux journaux importants, c'est un peu comme avec le New York Times, comme un peu chez nous, Le Monde et Le Figaro. Et donc, il intervient de façon de très nette et de plus en plus nette dans le Washington Post et sa stratégie. Il réorganise les rubriques, en particulier les rubriques politiques. Donc, clairement, je crois que son ralliement à Trump, on peut le qualifier comme ça, aboutit à un interventionnisme important. Et donc, si aux États-Unis, c'est quand même l'affaire Becoming Brigitte est une affaire importante. Quand vous avez Ouais. 4 ou 5 millions de gens qui regardent une vidéo, c'est quand même pas mal. Et donc, je pense que c'est tout à fait possible que si jamais cette affaire est arrivée à ses oreilles, il soit intervenu. C'est pas impossible en tout cas. Oui, intéressant. Alors, on passe au deuxième sujet, l'accord Russie-Ukraine qui semble véritablement se concrétiser. Je rappelle qu'après le très bel échange où Macron a montré sa virilité face à Donald Trump lundi dernier, les États-Unis, juste quelques temps après, dans la même journée, ont voté avec la Russie à l'ONU une résolution pour la paix sans mentionner l'intégrité territoriale de l'Ukraine de Zelensky. Donc voilà, basculement stratégique jusqu'à maintenant dans la politique de soutien à Kiev qui était menée par l'administration Biden. Et le texte à l'ONU a donc été, il a été amendé par les pays européens, mais adopté finalement par 93 voix contre 8. Donc un texte adopté qui va dans le sens de la Russie et de cette nouvelle politique américaine. Mercredi, donc hier, selon Donald Trump, l'Ukraine peut oublier, c'est une phrase quand même assez forte de Donald Trump, peut oublier l'adhésion à l'OTAN. Une déclaration qui intervient 2 jours donc après cette rencontre, 2 jours avant la rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, puisque je vous rappelle que vendredi, cette rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump est prévue sur place aux États-Unis. Comme une rencontre qui permettrait évidemment de signer un accord sur l'exploitation des minerais sur le sol de l'Ukraine, mais peut-être plus encore. Donc on voit vraiment que la paix arrive et finalement ceux qui, comme on le sait, Volodymyr Zelensky disait, il faut absolument que l'OTAN intègre que l'Ukraine intègre l'OTAN, on voit que finalement ils sont en train de perdre ces négociations, tout comme l'Europe, et les grands gagnants paraîtraient être la Russie et la nouvelle politique américaine. Quelles sont vos réactions? Je commence par vous, Régis de Castelnau. Et je pense que tout ça suit son cours parce que Donald Trump veut se débarrasser du problème. Il a des enjeux très importants en interne, sur le plan international aussi. Il y a la Chine, mais il y a surtout cette nouvelle orientation stratégique, géopolitique, qui est d'accepter la multipolarité, mais d'y être les meilleurs. Bon, donc c'est pas facile en interne. Il y a des oppositions, ça se bagarre ferme. Il a viré le chef d'état-major des armées, qui était là pour des raisons, c'était de l'affirmative action, les raisons des EI, c'était un noir et qui a un petit peu râlé. Il y a 300 militaires en activité ou
en retraite qui ont signé une pétition en disant que c'était une trahison d'avoir viré ce gars et que la nouvelle politique de Trump était une trahison. C'est pas rien quand même, hein, c'est pas rien. Je pense qu'il va devoir réagir. Enfin, toujours est-il que je pense que pour lui, l'Ukraine je vais être peut-être excessif, c'est un peu un non-sujet. C'est-à-dire que il va falloir résoudre le problème et la seule façon, c'est de partir du réel. Alors là, il peut pas dire on va lâcher. Il peut dire à son opinion publique je vais regarder, on va équilibrer, on va récupérer sur le plan économique. Ce à quoi Poutine a répondu mais si vous voulez les terres rares sont chez lui, enfin dans les parties qui ont Oui. été annexées. On va pouvoir co-développer si ça vous intéresse, ce qui n'est pas sans conséquences internes. Hein. Ça râle un peu dans l'opinion publique russe, ça, mais moi, j'ai l'impression que Trump avance dans cette direction en gardant un petit peu, je veux dire, la face, en faisant croire qu'on va trouver des solutions, etc., en disant aux Européens, c'est vous qui allez assurer la sécurité, etc. Mais je pense que prochaines étapes, parce que ça va prendre du temps, parce que les Russes sont très fermes sur leurs objectifs, le compromis esquissé aux États-Unis aujourd'hui n'est pas accepté par les Russes. Faut pas oublier. Faut pas oublier ça, c'est qu'ils ont toujours des objectifs extrêmement importants, démilitarisation, dénazification. C'est un problème comment dire, de, de risque existentiel pour eux. Il y a autre chose, c'est que c'est leur mémorandum de fin 2021, c'est que l'OTAN, non seulement l'Ukraine n'y adhérera jamais, or, l'OTAN c'est les États-Unis, c'est les patrons. Hein, tous les militaires des autres pays qui y vont, c'est pour avoir une carte d'accès à la cantine de l'OTAN et du siège de l'OTAN, c'est tout. Enfin, faut être sérieux. Oui. Mais les Russes disent, vous allez vous retirer des pays que vous avez incorporés après la chute de l'Union soviétique. C'était une des revendications qu'ils avaient, elle existe toujours. Alors il y aura peut-être des compromis là-dessus, mais les pays baltes, la Roumanie, alors la Roumanie, il y a une grande base, mais toujours est-il que on est loin de la possibilité d'un accord pour l'immédiat. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de discussions, il faut faire accepter ça aux opinions publiques, mais que, alors je vais parler bien sûr de l'accord. Tout ça, faut pas trop se raconter d'histoire sur une paix prochaine. L'accord sur les terres rares, sur l'exploitation de l'Ukraine, ça, moi, je pense que ça n'ira nulle part. Zelensky va signer. Zelensky, qui peut dire dans 6 mois il sera toujours là? Qui peut dire dans un an il sera toujours là et toujours vivant? Hein, parce que bon, Mm. être l'ami des États-Unis, c'est fatal. On le sait bien depuis Kissinger. Donc non, je pense que puis sans oublier autre chose. Là, c'est une petite incise, c'est que Zelensky avait déjà vendu tout ça aux Anglais. Je ne sais pas si vous vous rappelez que le 16 janvier dernier, à 4 jours de l'intronisation de Donald Trump, Starmer avait annoncé qu'ils avaient signé un pacte de 100 ans. 3 milliards de livres tous les ans et ils avaient des clauses sur l'exploitation des ports et il y avait des clauses secrètes, ça a été reconnu, il y a eu pas mal d'articles dans la presse. Donc, moi, je pense que c'est de l'habillage pour l'instant. Aujourd'hui, personne ne peut considérer que c'est gravé dans le marbre et que ça aura lieu. Vous rendez compte de l'état du monde en 2021 et de l'état du monde aujourd'hui. Oui. Hein, en 3 ans, à quel point ça s'est accéléré. Moi, j'y crois pas une seconde hein, à la pérennité de cet accord. Il y aura des choses qui seront peut-être mises en place, mais le souci de Donald Trump n'est pas celui-là, à mon avis. C'était pour faire avaler les pilules amères qu'il doit faire avaler à l'Occident. Ouais. Ok, bien noté. Alors, à vous, Alexandre Langlois. Déjà, dans tout temps, le commerce, ça permet de supplanter la guerre, bien souvent, donc c'est peut-être une première avancée. Déjà, on peut se réjouir pour une fois qu'il se passe quelque Oui. chose de positif et que autre chose que de dire qu'on va se tirer dessus. Bon, ça, c'était le petit point positif. Le point plus négatif, c'est que dans les informations qu'on a pu voir passer, malgré les signatures, les accords et cetera, a priori, la Corée du Nord a redéployé des troupes, en Ukraine.
récemment. Donc du coup, ce qui veut dire que si c'est le cas, c'est la Corée du Sud qui l'affirme avec ses services de renseignement, c'est que de l'autre côté, on se prépare à se dire: «Bah, si jamais ça marche pas, on est quand même prêt». Donc au final, heu, finalement, les gens sont pas très pressés que la guerre se termine parce que tout le monde a des intérêts contradictoires dans cette histoire. Les États-Unis ne doivent pas perdre la face, les Russes ont des comme l'a rappelé Régis, ont des conditions très strictes et l'Europe a intérêt que ça reste un bourbier pour justifier une guerre et aussi pour des raisons de politique intérieure dans chaque pays. Parce que je rappelle que l'Europe a une position assez, bizarre, j'allais dire. Ils sont prêts à mobiliser tout le monde pour aller défendre l'Ukraine, donc l'Ukraine qui ne fait pas partie de l'UE, qui ne fait pas partie de l'OTAN, mais qui ne fait pas partie de l'UE. Et par contre, il y a Chypre, en parallèle, si on met en parallèle, qui est occupé depuis 50 ans la moitié de son territoire par la Turquie, et qui est un pays de l'UE. Donc moi, je serais ukrainien, je me poserais des questions sur des alliés aussi solides qui sont capables de laisser la moitié d'un territoire, d'un pays de l'Union européenne occupé par une puissance ennemie et se dire: «Attendez, on va venir vous sauver». Pire, Emmanuel Macron a demandé à Erdogan de l'aide, donc la Turquie. Donc un pays qui envahit un pays de l'Union européenne, on lui demande de l'aide pour aller aider un pays qui n'est pas de l'Union européenne. Donc ça pose beaucoup de questions sur la stabilité et la philosophie de l'Union européenne et pourquoi ce conflit-là est important et à perdurer et à s'y maintenir, alors que d'autres pays, voilà. Donc je veux dire, le sens des priorités peu pertinent. Donc moi, à la place des Ukrainiens, je serais assez inquiet de ce que pense l'Union européenne. Voilà. Oui, d'accord. Alors, Alors, je je voudrais... voudrais ajouter une chose, Ouais, Clémence, allez-y. excusez-moi, j'en prends la parole à propos des Coréens. C'est la Corée du Sud. Alors, Corée du Sud raconte tout le temps n'importe quoi. J'ai un souvenir, ils avaient dit, oui, le ministre de ceci, de la Corée du Nord, a été exécuté. En fait, on l'a attaché à un canon d'artillerie et on a tiré un obus. 8 jours après, le ministre de la Défense qui avait été traversé par un obus a été filmé à la télévision. Il allait très bien. Il raconte n'importe quoi. C'est une fake news, l'histoire des Coréens du Nord. Et je dirais ce qu'il établit de façon irréfutable, ce que dit Hervé Carès sur ma petite chaîne YouTube, c'est que ça se verrait. On ne déplace pas une division, on ne déplace pas même pas un régiment dans un champ de bataille hyper surveillé comme c'est le cas, sans que ça se voit. Il y a de la logistique, il y a tout un tas de choses qui sont, si vous voulez, pour 10 combattants de première ligne, il y en a autant derrière minimum pour le ravitaillement, pour l'organisation. Il y a des états-majors, etc. Jamais on a eu une photo, jamais une vidéo, jamais des photos satellites qui l'ont démontré. Tous les gens sérieux, les militaires, et Hervé Carès est breveté d'état-major, mais il n'y a pas que lui. Tous les autres disent, mais attendez, c'est une blague. C'est une blague. Et pourquoi est-ce qu'on nous a, on nous sort ça, et la Corée du Sud nous sort ça, et est immédiatement repris par les médias européens? C'est pour justifier le soutien à l'Ukraine, parce que Trump ne veut plus perdre du temps là-bas et de l'argent. Nous, les Européens, on veut perdre du temps et de De l'argent. l'argent au détriment de nos propres peuples. Ouais. C'est ça le problème. Donc, voilà, ça y est, voilà les bridés, voilà les Asiates. Oh là 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 là, hein, ils vont venir, le péril jaune. Hein. Non, Mm. mais c'est insupportable, quoi. Allez, d'ailleurs, on est 8000 déjà en direct et en instantané uniquement sur YouTube, mais vous pouvez aussi nous retrouver aujourd'hui sur TikTok. Je crois que c'est bien notre premier jour sur TikTok, mais 8000, mais même pas la moitié de pouces. Je vous préviens tout de suite. Si ça continue comme ça, on va se fâcher ici avec quand même Alexandre Langlois et Régis Selno, donc ça ne rigole pas. On parle de la Roumanie maintenant. Călin Georgescu, donc vous vous rappelez, le candidat au présidentiel qui était le premier, enfin qui avait remporté le premier tour des présidentielles. Face à une libérale pro-européenne. Il avait créé la surprise, vous vous rappelez, parce qu'on ne s'y attendait pas, enfin les sondages ne s'y attendaient pas. Eh bien, il a été arrêté hier à Bucarest, alors qu'il s'apprêtait justement à déposer sa candidature pour le nouveau scrutin qui était prévu en mai, donc d'élection à la présidentielle. Il a été entendu par le parquet général. En tout, 47 perquisitions ont été menées de la matinée chez tous les proches de Georgescu, donc sur le motif d'actions présumées de troubles à l'ordre constitutionnel, troubles à l'ordre public, création d'une organisation à caractère fasciste, fausses déclarations concernant les sources de financement des campagnes électorales, car oui, pendant qu'il a été arrêté, on a retrouvé des liasses de billets et des armes chez un des gardes du corps de Călin Georgescu. Je vous propose de regarder d'abord les images de son arrestation, qu'on va voir ici normalement. Voilà, il est arrêté. Bon. Et ensuite, il a été libéré tout de même, mais sous contrôle judiciaire pendant 60 jours.
Et les 60 jours, ça correspond justement à la fin de la campagne présidentielle, comme c'est dommage. Et pendant ce contrôle judiciaire, le droit à la liberté d'expression en ligne est bloqué, parce que sous contrôle judiciaire, cela signifie qu'il ne pourra donc pas rien publier en ligne pendant cette campagne. Euh, bon, on va le voir, je crois qu'on le voit sortir de cette arrestation, de ce contrôle. Alors, on voit la foule qui l'attend. Voilà, et il est là. Voilà. Bah, ça, c'est la foule qui l'attend. Et puis après, probablement qu'on le voit sortir. Bon. Enfin, vous voyez en tout cas que beaucoup de gens sont mobilisés pour Calin Georgescu. Et il a expliqué après qu'il s'attendait à ce qu'il soit arrêté. Nous vivons, dit-il, sous la dictature des années 50, mais je n'ai pas peur. Regardez ce qu'il y a ici. Il parle de cette foule justement que vous avez vue. Alors, comment réagissez-vous? Bon, on va commencer par Alexandre Langlois pour changer. Déjà, je trouve que les Romains sont forts. Parce qu'en France, ils pourraient donner des conseils aux Français. Nous, on a eu un garde du corps d'un président, on a perdu son coffre en une nuit, on l'a jamais retrouvé. Donc Oui, c'est c'est vraiment vrai. dommage. Oui. C'est vraiment dommage. En Roumanie, par contre, Excellent. ça se passe mieux. C'est vraiment Oui. dommage. Donc on aurait des conseils pour savoir, messieurs les Roumains, si vous pouvez, mesdames les Roumains, si vous pouvez nous aider à retrouver le coffre d'Alexandre Benalla. Parce qu'il paraît qu'il y a des secrets d'État dedans. Mm. Donc ça, c'est la petite boutade. Mais voilà, dans l'écart, Allez. à chaque fois, nos belles démocraties sont capables de faire apparaître et disparaître des coffres Oui. à l'envi en fonction des besoins du moment. Et c'est toujours chez le garde du corps. C'est assez intéressant. Oui. Voilà, donc bon voilà, petite anecdote. Peut-être que du coup, les conséquences que ce qu'on aurait retrouvé dans le coffre auraient pu être les mêmes pour Emmanuel Macron, on ne sait pas. Mais du coup, voilà. Donc, ou conseil à notre ami roumain, mieux cacher et choisir ses gardes du corps et faire disparaître les coffres plus facilement. Mm. Là, il pourrait téléphoner à Monsieur Benalla. Ça marche dans les deux sens. Sinon, sur ce qui se passe là-bas, bah, c'est toujours pareil. C'est moi, tout ce qui limite la liberté d'expression, l'atteinte au droit, etc., ça me choque toujours profondément. Pour le coup, je suis un petit peu sur la philosophie américaine quand il s'était posé la question pour Trump. Est-ce qu'on peut élire un président américain qui serait en prison? La réponse est oui, les gens font ce qu'ils veulent. Et là, donc, la même chose, on est en train d'essayer de mettre en place un système pour que les gens ne puissent pas voter pour qui ils veulent, limiter la liberté d'expression et que les gens arrivent à un scrutin faussé, finalement, parce que ils n'auront pas eu tous les éléments. Et la sincérité du scrutin est importante. Et après, on va nous dire, on a gagné, leçon de démocratie, parce qu'on a censuré l'adversaire. Et malheureusement, les démocraties occidentales font ça de plus en plus. On a la même méthode en France. Perquisition à la France insoumise, perquisition au Rassemblement national. Tous les opposants des leaders démocrates et responsables qui prônent la liberté dans le monde censurent dans leur pays au nom de la justice, avec les appareils judiciaires. Régis pourra en parler des heures. Je vous conseille son livre Une justice politique. Politique et aux éditions Et L'Artilleur. voilà. Mais du coup, ce qui veut dire, c'est qu'on est en train de faire de la justice un troisième pouvoir qui supplante le pouvoir populaire. Ouais, justice même européenne en plus, là. Hein. Au niveau européen, enfin, je veux dire, c'est partout, tous les pays ont les mêmes méthodes. Donc en ce moment, les pays, enfin, dits européens, pas européens, dits démocrates. Oui. Et derrière, c'est ce qu'on voit, c'est que pour aller plus loin, je ne sais pas pour la Roumanie, mais en France, il y avait des instances judiciaires où il y avait des cours d'assises, où c'était le peuple qui était tiré par jury. Mais tout ça, ces cours d'assises, c'est celle-là que le pouvoir veut éliminer aussi, en disant non, non, c'est pas assez des techniciens, ça va être des charlots, donc on élimine. Donc même les rares endroits où le peuple a un peu de pouvoir dans la justice, on veut lui retirer. Donc voilà, donc ce côté-là, derrière, on va nous dire donc, dans quelques mois, donc pour moi, c'est complètement un déni de démocratie en Roumanie, de dire, voilà, vous allez pouvoir vous présenter, mais pas exprimer vos idées parce que les gens en place ont décidé que vous seriez sous le coup d'une procédure judiciaire. Donc, en fait, on est sur l'instrumentalisation de la justice, peut-être un tome 2 pour Régis en Union européenne, une justice politique partout dans le monde, dans les démocraties. Mais du coup, voilà, donc choquant. Et au final, ça prive les Roumains d'une liberté d'expression et d'un vote sincère. Et ce qui veut dire que quel que soit le résultat dans quelques mois, en fait, il y aura toujours un doute en se disant, est-ce que vraiment les gens ont voté ça parce que ils ont compris qu'ils voulaient voter telle personne? Donc l'Union européenne nous dira, vous avez vu, c'était une manipulation des Russes la fois précédente. Ou alors, du coup, les gens vont se dire, on abandonne et on laisse le système se gérer lui-même. Donc c'est un abandon démocratique pour tout le monde. Donc un échec qui va être présenté comme un grand succès par nos démocraties européennes. Et c'est ça qui m'inquiète aussi pour chez nous par la suite par ricochet. Alors, Régis, à votre tour. Alors, ce qui se passe en Roumanie est absolument monstrueux. Monstrueux. Alors bon, Thierry Breton et Ursula von der Leyen sont désormais les patrons de la justice en Roumanie, ils donnent leurs ordres. Alors, je vais rappeler une chose initiale, c'est que ce scrutin, il a été interrompu, Oui. le processus, par une instance qui a violé la constitution roumaine. Le juge ne s'auto-saisit pas.
Il faut qu'il soit saisi par quelqu'un. Un contentieux sur une élection, ça existe, bien j'en ai fait suffisamment. Donc, le fait de dire, voilà, je considère, et c'était faux en plus, ça a été démontré que c'était faux, Ouais. c'était l'activité sur les réseaux a été financée par un concurrent qui voulait, enfin bon, il y a eu une espèce de calcul comme ça, mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons la situation en France, le Conseil constitutionnel, si le premier tour de l'élection présidentielle française ne lui convient pas, disent j'interromps le scrutin. Mais Oui. attendez, ils sont en tôle le soir même. Faut arrêter ce genre de choses. Enfin, ils devraient Oui, être en voilà, tôle le parce soir même. qu'on ne sait Donc, jamais. Hein. oui, Ouais. on ne sait jamais. Bien. Donc, c'est déjà monstrueux. On parle l'état de droit, l'état de droit. Ben non, l'état de droit, il a été grossièrement violé à cette occasion. Alors ça, c'est la première étape. Donc, le président qui n'avait pas le droit de se représenter continue. Hein, coucou Zelensky. Oui. Donc, on arrive à une situation, mais grossière. Mais c'est incroyable. Et donc, on fait des perquisitions. Combien, je ne sais plus, plusieurs dizaines de perquisitions. On trouve fort 47. opportunément, on trouve fort Mm. opportunément des De l'argent sous dans russe. le Ouais. coffre dans le coffre du garde du corps. Mm. Moi, je trouve que ils ont été modestes. Ils auraient dû dire, bah, écoutez, on a carrément trouvé un avion privé dans sa cuisine, un char T-90, puisque paraît-il, il y avait des billets d'avion pour Moscou, Oui. Un etc. passeport, je crois, un billet d'avion. Mais, enfin, Oui, c'est écoutez, ça, un visa. depuis l'affaire, Tout était prêt. Ouais. je pense que Xavier Hofer, qui est un boomer comme moi, je pense qu'il se rappelle de l'affaire des Irlandais de Vincennes, hein, quand le GIGN, alors il s'appelait pas comme ça à l'époque, je ne me rappelle plus, avait amené du matériel pour prétendre qu'il avait été saisi dans la perquisition. Tout ça est grossier, bidon. Mais ce que je note, au-delà du caractère monstrueux, en étant dans l'Union européenne, je note deux choses. Premièrement, les autorités européennes ne se cachent plus. C'est-à-dire, écoutez, maintenant, les élections, il y en a marre. Hein, si elles ne nous conviennent pas, c'est d'ailleurs ce qu'avait dit avant d'être défendu par Libération, mais il n'a pas exactement dit ça par Thierry Breton. Si ça nous convient pas en Allemagne, là on fera Oui, pareil. c'est ça. Bien. Non, il a dit on l'a fait en Roumanie, on pourra le faire en Ah, Allemagne si nécessaire. en Allemagne si nécessaire, bravo, merci, on est content de l'apprendre. Et deuxièmement, c'est le bras d'honneur que c'est pour les États-Unis. Parce que faut savoir aussi que le président roumain a peu de pouvoir. C'est un système d'inauguration des chrysanthèmes, mais le vrai patron de l'exécutif de la Roumanie, c'est le Premier ministre. Bon, donc, et ça, qui est issu du Parlement. Donc là, c'est un bras d'honneur. Avance le vice-président américain qui est extrêmement présent. Manifestement, c'est une personne très importante du dispositif Trump. Il est venu dans son fameux discours de Munich, il a pointé l'affaire de la Roumanie. Ouais. Il n'a pas nommé Georgescu, mais c'était tout juste. Et donc là, on vient dire aux Américains, allez vous faire voir. Mm. Alors, excès de zèle de la part du parquet roumain, je ne crois pas. Moi, je pense que c'est téléguidé par Bruxelles. Oui. Je pense que c'était. Alors, je peux me tromper, hein, je n'ai pas Et qu'est-ce que, d'éléments. justement, comme c'est suivi par les Américains, je précise aussi que le ministre, désormais Kennedy, est proche aussi de Georgescu. Il se connaissait avant et il s'était déjà rendu visite et Kennedy l'avait soutenu pendant sa campagne. Donc là, c'est quand même suivi de près et on sait qu'Elon Musk est capable, avec son réseau maintenant aussi, il a déjà tweeté à ce sujet, de réagir et de mettre en lumière certaines affaires. Alors, vous Qu'est-ce que savez, pourraient faire les Américains là? euh, je sais pas, mais s'ils vont réagir, comment ils vont réagir, ça je sais pas du tout. Mais ce que je sais, c'est que Georgescu, qui n'est pas n'importe qui, il a une carrière internationale assez importante, c'est un expert de pas mal de questions, et il avait dit, c'est un conservateur, bon teint, et il avait dit, et c'était ce blasphème-là qui lui coûte cher, il avait dit, si je suis élu président, je ferai tout pour que Soros n'ait plus droit de citer en Roumanie, comme ça s'est passé en Hongrie, Oui. hein, où ils ont, alors que Soros est d'origine hongroise. Hein. Donc ça c'est le crime.
Ça, cette partie de l'UE qui s'est réunie à Kiev, là, c'est un crime. Ça c'est criminel. D'oser refuser les mannes de Soros et ses ingérences qui sont criantes. Hein. C'est autre chose que les ingérences russes, les ingérences de Soros. Ça, c'est probablement ce qui lui a coûté le plus cher. Ok, Alexandre Langlois, vous avez quelque chose à ajouter? Au final, tout le monde, un peu comme en Ukraine, en Roumanie, partout dans les pays européens à côté de chez nous, tout le monde vient jeter son petit grain de sel en disant nous, on a ça, la Commission européenne, tout ça. Mais les Roumains, il faudrait qu'on puisse leur donner, qu'ils puissent donner leur avis. En fait, là, ils sont en train de se faire dépecer par plein de gens qui sont extérieurs à leur pays. Ils pourraient peut-être reprendre la main chez eux et qu'on les laisse tranquilles. Au bout d'un moment, la démocratie, c'est de donner un cadre, représentatif, un cadre pour que les gens puissent décider de façon sereine l'avenir de leur pays. Donc, moi, j'ai envie de dire que l'Union européenne, les États-Unis, les Russes, laisser un peu tranquille tous ces pays pour que les peuples puissent redevenir souverains, Oui. plutôt qu'avoir des superstructures qui veulent venir dire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent penser. Eh bien, merci beaucoup, Régis de Castelnau, Alexandre Langlois. Je rappelle encore vos livres, Une justice politique aux éditions L'Artilleur pour Régis de Castelnau, Alexandre Langlois, Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie aux éditions Talma. Merci beaucoup. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.